Donc, dans le cadre du sport et de l'activité physique, le muscle étant une des réserves du glycogène, plus un muscle est grand, plus sa réserve de glycogène va être grande. Plus un muscle est petit, plus sa réserve de glycogène va être petite. Donc il est évident que si on pratique du renforcement musculaire pour avoir une bonne musculature, on atteindra un peu plus tard le moment où le glucose n'arrive plus à rentrer dans le muscle sous forme de glycogène et où il est transformé en gras. Donc quand on a du muscle, on retarde un petit peu le moment où le glucose se retrouve libéré à nouveau dans le sang pour être retraité et être transformé en gras. Et aussi, on retarde le moment où on devient résistant à l'insuline, puisque vu que nos muscles sont capables d'absorber plus de glucose sous forme de glycogène avec l'insuline qui va bien, on sécrète moins d'insuline pour traiter le glucose parce qu'il y a moins de glucose dans le sang. Donc la masse musculaire influence aussi la résistance à l'insuline. Et vu qu'on sécrète moins d'insuline parce qu'on stocke plus de glucides dans les muscles directement, du coup, on peut passer dans la fameuse lipolyse, parce que vous vous souvenez, je vous avais expliqué que tant qu'il y a de l'insuline haute ou de l'insuline en montée, le corps ferme les robinets de gras, puisque s'il y a de l'insuline, ça veut dire qu'il y a du sucre à utiliser et on utilise en priorité le sucre. Mais si l'insuline est suffisamment basse, il réouvre les robinets pour qu'on aille utiliser notre gras stocké. Donc, factuellement, mécaniquement, plus on a du muscle, plus on va être capable de stocker du glycogène, moins le glucose va se retrouver à nouveau dans le sang pour être transformé en gras, et plus on va baisser notre résistance à l'insuline. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bonjour, très bon live sur l'insuline qui répond à beaucoup de questions. Oui, regardez-le vraiment, c'était il y a 2 semaines. Sylvie, salut. Ok, pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc, juste rapidement pour que vous compreniez, la masse musculaire, c'est donc important. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir une masse musculaire? Bien entendu, on fait des efforts physiques et on privilégie le renforcement musculaire parce qu'on va créer de la réserve de glycogène et on va aussi moins stresser son métabolisme parce que je vous rappelle que quand on pratique des sports à haute intensité, des sports qui font monter le cardio très haut pendant des longues périodes, ou quand tout bêtement on n'a jamais fait de sport et que tout d'un coup on se met à vouloir courir, on stresse son métabolisme plus qu'autre chose. Résultat, le métabolisme étant stressé, il décharge du cortisol, le cortisol fout le bordel et vous ne perdrez pas de poids. Il y a des gens qui reprennent du poids parce qu'ils pratiquent le mauvais sport. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai déjà expliqué, en fonction des sports et en fonction de votre aptitude à utiliser votre glycogène, il y a des gens chez qui ça va être aussi une source de stress. Donc tous les sports ne sont pas forcément adaptés quand on veut perdre du poids, en fonction de chacun bien entendu. Et donc, on privilégie le renforcement musculaire et les efforts doux qui vont permettre de ne pas stresser le métabolisme. Mais comment est-ce qu'on maintient sa masse musculaire au plus haut? Allez, il y a bien quelqu'un qui va me le dire. C'est long parce qu'on a un petit décalage de 15 secondes, donc je ne vais pas attendre 15 secondes. Mais comment est-ce qu'on renforce sa masse musculaire? On renforce sa masse musculaire en mangeant son mammouth. La protéine d'origine animale, la viande, le poisson, contient les acides aminés essentiels qui permettent de construire du muscle. C'est pas pour rien que les bodybuilders, ils bouffent 12 steaks à chaque repas. Si on veut construire du muscle, il faut manger des protéines. Et le fait de manger des protéines aide au maintien de la masse musculaire. Les personnes âgées qui ne mangent pas assez de protéines perdent leur masse musculaire et deviennent faibles à cause de cette absence de protéines. Parce que plus on vieillit, normalement, plus on devrait manger de protéines pour maintenir la masse musculaire. L'ami qui nous héberge, oui, gagner protéines, il y en a un qui a trouvé, 2, super, vous êtes, voilà, super, vous avez tout compris. Donc j'arrête là? Non, j'arrête pas là. L'ami qui nous héberge en ce moment, sur son terrain, en Corrèze donc, a des soucis, a une maladie auto-immune, bref, et quand je suis là, il mange beaucoup plus de viande que d'habitude, parce que c'est moi qui fais à manger, et chez moi on mange de la viande à tous les repas, donc forcément il mange beaucoup de viande, et il réduit les glucides, puisque moi je fais pas de riz, je fais pas de choses comme ça. Et il m'a dit l'autre jour, ça fait 2-3 semaines qu'on mange régulièrement ensemble, donc il mange beaucoup plus de protéines que d'habitude, il me dit, c'est dingue, je vois mon corps se transformer, pourtant j'ai pas fait plus de muscu, mais je vois se redessiner des muscles. Il n'a pas de problème de poids et c'est un homme, donc clairement il a la chance d'avoir une masse musculaire qui se développe plus rapidement. Mais voilà,
en mangeant plus de protéines, on développe du muscle, même si on n'a pas une activité sportive intense. Donc c'est important de manger vos protéines et votre mammouth. Je vais vous montrer 2 visuels que j'ai retrouvés dans mes cours. Puisque vous le savez, j'ai fait une formation chez The Nutrition Network et je suis en plein dans la deuxième. Je l'ai fini à 78%. Je vais arriver à la fin bientôt. Et donc, il y avait ce petit schéma pour vous montrer comment fonctionne. Alors, c'est tout petit. J'essaierai de le mettre en grand sur la plateforme dans la légende de la vidéo. Mais en gros, ça explique comment est-ce que le glycogène, beaucoup et un peu de triglycérides sont utilisés pour passer dans le muscle, faire de l'oxydation au niveau du glycogène et créer de l'énergie. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette énergie qu'on crée grâce aux glucides, c'est tout petit, c'est-à-dire que la réserve en glycogène du foie, c'est 400 calories et la réserve en glycogène de l'ensemble des muscles, c'est 1600 calories. Alors que 10 kg de gras stocké, ça représente 90 000 calories. Donc vous comprenez bien qu'on a beaucoup plus d'énergie dans le gras que dans le glucose qu'on peut absorber. Et cette image est très très parlante en fait. J'ai trouvé ça rigolo, mais c'est très très vrai. Le glycogène, c'est le réservoir du camion. Et c'est comme si on avait un camion qui utilise son glycogène, mais qui ne peut pas utiliser la quantité monstrueuse de carburant qu'il transporte. Et en fait, grâce à l'alimentation réduite en glucides, vous apprenez à votre corps non plus à utiliser juste le petit réservoir du camion, mais à utiliser toute la réserve qui est transportée par votre corps, puisque c'est là qui a la plus grande quantité d'énergie. Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent Low Carb Frenchy, Olivier Maria, qui est sur le groupe, qui a suivi mon programme. Lui, c'est un sportif, j'ai envie de dire, d'endurance de haut niveau. Il traverse la France en vélo, c'est un grand malade. Il ne se nourrit que de gras et de protéines. Il a récemment fait quelques beaux exploits, puisqu'il est venu de Lille à Nice en vélo en 4 jours, je crois. En dormant dans la nature, en bivouac à côté de son vélo quelques heures avant de reprendre la route. Et il vous expliquera très bien, puisque je sais que sur son Facebook et sur son blog, il parle beaucoup de sport. Il vous expliquera très bien comment il faut arrêter de penser qu'on a besoin de glucides pour faire du sport, parce que la plus grosse réserve d'énergie qu'on a, c'est notre gras stocké. Et comme moi je le dis souvent, heureusement que les hommes préhistoriques n'avaient pas besoin de manger un plat de pâtes la veille d'aller chasser le mammouth, parce que sinon l'espèce humaine se serait éteinte depuis fort longtemps. Alors, je vais reprendre quelques petites questions et quelques petites remarques, et après on va parler de kéto-adaptation du sportif. Alors, bon, protéines. Oui, Heidi, alors c'est pas grave si tu as l'habitude de courir et que c'est pas un gros stress pour ton métabolisme, mais il faudra surveiller si après tes séances de sport, tu n'as pas un plateau. Ça dépend combien de fois tu cours, ça dépend à quelle vitesse, ça dépend à quel point tu es habitué ou pas. D'ailleurs, en changeant d'alimentation, Heidi, on va en parler un peu plus loin. Il est probable que tu doives baisser un petit peu ton niveau de pouce parce que justement, tu vas avoir pendant quelques temps besoin de récupérer un peu plus. Problème du cours de fémur chez les personnes âgées. Oui, effectivement, le col de fémur. Alors, il y a 2 problèmes chez les personnes âgées avec le col de fémur. L'ostéoporose, qui est en partie liée à un manque de protéines, je vous le rappelle. J'en parle souvent en coaching, je pense que j'en ai déjà parlé ici. En Nouvelle-Zélande, ils ont un petit peu d'avance sur nous par rapport à la mode du véganisme. Et il y a une génération de trentenaires, il y a une épidémie d'ostéoporose chez une génération de trentenaires en Nouvelle-Zélande, parce qu'en 10 ans de véganisme, ils ont bouffé leur densité osseuse. Et donc en fait, chez les personnes âgées qui mangent moins de protéines et dont la densité osseuse s'affaiblit parce que c'est les problématiques liées à l'âge et à l'affaiblissement de la densité osseuse, moins de protéines, c'est des os plus fragiles, le muscle qui ne soutient pas et effectivement la fracture du col de fémur. Donc mangez votre mammouth. Quels sont les sports? Alors on va en parler, je ne sais pas qui c'est qui pose la question, mais on va en parler. Problème de collagène aussi, oui effectivement. Alors, on va parler de kéto-adaptation. Donc la kéto-adaptation, moi j'aime pas ce mot quand on l'utilise
en matière de perte de poids, parce que pour moi, comme vous le savez, être adapté en keto, c'est-à-dire avoir un corps qui fonctionne au cétone uniquement, ça n'a pas franchement d'intérêt. Ce qui compte, c'est vraiment de réduire un maximum les glucides, d'avoir la bonne proportion de lipides et de protéines, d'être en forme, mais la keto-adaptation, c'est pas quelque chose que je vise, dans le sens où il y a des gens qui n'auront jamais besoin d'être jusqu'à la cétose pour perdre du poids. En revanche, quand on fait du sport, effectivement, on va plus pousser son métabolisme, donc on va arriver à un moment où on va vraiment être en cétose parce que le corps a besoin d'énergie et va venir chercher dans ses réserves stockées. Donc le moment de la kéto-adaptation, c'est le moment, on va dire, où le corps fonctionne de manière optimale sur les triglycérides. Alors, ça commence quand on est sportif après 5-7 jours de changement d'alimentation, c'est-à-dire que jusqu'à 5-7 jours, on n'en voit pas trop les effets. C'est quasiment optimal au bout de 2-3 semaines, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 semaines de changement d'alimentation, vous allez recommencer à retrouver des sensations et l'énergie qui vous manquait, mais il peut falloir de 3 à 12 mois pour être vraiment dans le plein potentiel de l'utilisation des cétones et des triglycérides comme source d'énergie. Donc, ne vous mettez pas la rate au courbouillon si vous êtes sportif, n'essayez pas forcément de vous forcer. Allez lire chez Low Carb Frenchy parce qu'il en parle très bien. Je crois même qu'il y a un guide sur son site sur justement comment est-ce qu'on démarre le sport ou comment est-ce qu'on adapte son entraînement en fonction de son changement d'alimentation pour éviter de se faire mal. Parce que clairement, au début du changement d'alimentation, comme on switch d'énergie, le corps il ne sait pas encore aller piocher dans les réserves. Du coup, on peut vraiment se retrouver là en hypoglycémie, etc. Donc, Low Carb Frenchy en parle très bien. Mais si vous êtes sportif, levez le pied. Pour l'instant, faites votre changement d'alimentation, faites de l'entraînement minimum dans les différents sports que vous pouvez faire, mais surtout, ne vous attendez pas à avoir du jour au lendemain un métabolisme qui fonctionne sur le gras comme ça. C'est pas un switch qui se fait c'est pas une bascule d'énergie qui se fait en appuyant sur un bouton. Il faut du temps pour que le corps qui a toujours fonctionné en utilisant les glucides, le glycogène et le ravito que vous ne manquez pas de faire, parce que quand vous faites des efforts prolongés, vous avez tendance à vous ravitailler avec des bananes, avec du sucre, avec des boissons à la con. Ça, c'est le mode de fonctionnement que vous connaît votre corps et il va lui falloir un peu de temps avant de comprendre qu'il a déjà en lui tout ce qu'il faut pour se ravitailler. Donc, les sports que tu préconises pour recommencer. Alors, recommencer, ça dépend le sport que tu as fait avant, en fait. Moi, par exemple, j'ai jamais fait de sport du tout. Enfin, si, j'ai fait du volley quand j'étais en 4e, mais j'étais déjà en surpoids et j'ai jamais eu de souffle. J'ai toujours fait de l'asthme à l'effort. Je me suis toujours bousillé les genoux, les chevilles, parce que mon poids, il suivait pas et que la masse musculaire, elle n'y était pas, etc. Donc, j'ai jamais fait de sport vraiment. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas sportive. Il y a une dizaine d'années, j'ai essayé de prendre un coach. Je suis allée à la salle pendant des semaines, des mois. J'ai toujours trouvé ça douloureux, j'ai fait du rameur, j'ai fait des trucs, je fais des machins. Au final, aujourd'hui, je ne fais pas de sport. En revanche, je bouge, c'est-à-dire que j'ai un vélo et j'essaye de prendre le vélo autant que possible. On fait des longues balades le week-end. Je prends mon vélo pour aller faire les courses dès que je peux. J'essaye de bouger physiquement dans la journée parce que ça, je vous en avais parlé dans l'autre live qu'on a fait sur l'activité physique. Je vous avais expliqué que ce qui compte, c'est pas de faire 5 heures de salle le samedi en restant coach potato et assis le cul sur son siège de bureau toute la semaine. Il faut bouger un peu tous les jours. Donc pensez à vous dégourdir les jambes, pensez à faire le tour du pâté de maison quand vous sortez à la pause pour aller vous acheter un truc à manger à la supérette ou si vous avez envie d'aller vous acheter un magazine au marchand de presse, faites 2 fois le tour du pâté de maison plutôt qu'une, profitez de la lumière du jour, faites bouger votre corps. Il faut bouger son corps tous les jours pour rééquilibrer la balance métabolique. On ne parle pas de sport, on ne parle pas de dépense de calories, on dit juste que le corps humain, c'est un corps qui est fait pour bouger. Les animaux sont passifs, mais ils bougent quand même toute la journée. Si on compare notre activité à l'activité d'un chat, il bouge. Même un chat d'appartement qui dort tout le temps bouge plus que nous parfois dans la journée. Donc il faut bouger, il faut sortir, il faut s'exposer à la lumière du soleil, ça on en a déjà parlé. Oui, Sandrine, ton nom apparaît maintenant, bravo. Donc sur les sports
Sur les sports pour démarrer ou redémarrer, ça dépend vraiment de vos capacités. Vous imaginez bien que je ne vais pas vous recommander la même chose si vous pesez 110 kg ou si vous en pesez 70, si vous avez été sportif toute votre vie ou si vous n'avez jamais fait de sport. Moi, ce que je dis toujours, c'est commencer par des choses qui constituent déjà une activité physique extérieure, parce que c'est très important de voir la lumière du jour et de bouger. Donc la marche, c'est très bien. La marche nordique, effectivement, c'est très bien. Le vélo, c'est très bien parce que c'est un sport relativement doux, c'est un sport sur lequel on est porté. Donc si vous savez faire du vélo et que vous aimez ça, mais allez-y, faites du vélo. Si vous avez l'opportunité d'aller dans une salle faire du renforcement musculaire, faites du renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, ça marche bien aussi avec le pilate, ça marche bien aussi avec le yoga. Enfin, il y a plein de petites choses que vous pouvez démarrer. Et après, c'est vraiment en fonction de chacun. Moi, je suis incapable de courir, je déteste ça. C'est une douleur pour moi, la course. Il y a des gens qui aiment la course. La course, je sais qu'Audrey, alors je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais Audrey, elle fait des petits fractionnés où elle court pendant 1 minute et puis après elle marche pendant 5 minutes et puis elle recourt pendant 1 minute. Voilà, c'est des petits exercices. Il ne faut surtout pas se forcer. L'important, c'est d'essayer, mais c'est surtout, comme je vous disais, une activité physique qui vous amène à l'extérieur et travailler votre renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, ça se travaille pas seulement dans une salle, hein, parce que typiquement, quand on a un café comme ça, là, qui pèse ces 500 grammes, parce qu'il y a pratiquement un demi-litre de café plus le mug, et que en faisant un live, on s'amuse à bouger son bras gauche, parce que le bras gauche bouge moins que le bras droit d'habitude, on fait déjà du renforcement musculaire. Il y a plein de petits exercices que vous pouvez faire pour faire du renforcement musculaire. Vous faire 2-3 squats en attendant que votre machine à café vous donne votre café, vous mettre sur un pied quand vous attendez à la caisse du supermarché, puis sur l'autre pendant 1 minute, ça va vous renforcer les muscles des chevilles. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire du renforcement musculaire. C'est pas forcément aller suer dans une salle. On n'est pas là pour dépenser des calories, on est là pour faire fonctionner une machine qui est conçue pour bouger et donc pour retrouver dans notre corps cette masse musculaire qu'on n'aurait jamais dû perdre, parce qu'après tout, l'être humain n'est pas fait pour être assis toute la journée devant un ordinateur. Je ne sais pas comment faire pour poser les questions en étant visible. Alors, je ne sais pas qui tu es, mais oui, dans la description du live, il y avait un petit lien sur lequel il aurait fallu cliquer. C'est pas grave, tu peux poser ta question quand même, mais je ne sais pas qui c'est qui parle. Je le verrai quand je regarderai le replay après. Là, je peux pas voir qui tu es. Ah bah voilà, Sandrine, elle a envoyé un grand truc pour t'expliquer, mais je sais pas si, voilà. Je fais du softball. Je ne sais pas ce que c'est le softball. C'est du foot? Non, c'est pas ça. Je ne sais plus. Il y a plein de sports qu'on peut faire. Enfin, c'est vraiment une question d'affinité après. C'est juste... moi, j'ai toujours dit non, le sport ne fait pas maigrir. Et effectivement, non, le sport ne fait pas maigrir. Si vous commencez... Le sport peut même vous faire grossir. Et si vous commencez à vous mettre la pression pour courir tous les jours alors que vous n'avez jamais couru et que vous pesez beaucoup trop lourd, vous allez vous faire beaucoup plus mal qu'autre chose. Et en plus, comme vous allez stresser votre métabolisme, vous allez vous retrouver avec des fringales pas possibles après à cause du cortisol et de la résistance à l'insuline qui sera accrue. Donc, non, on ne fait pas tout en même temps. Commencez déjà par régler, si vous n'avez jamais fait de sport, commencez déjà par régler votre assiette. Et essayez de bouger de manière raisonnable en sortant le plus possible tous les jours pour vous exposer à la lumière du jour et faire fonctionner votre corps en privilégiant les escaliers, en essayant de marcher plutôt que de prendre la voiture pour aller faire 2 courses. Enfin, des petites choses qui ne coûtent pas grand-chose et qui au final vous permettent de rester en forme. Le sport en lui-même, ça viendra une fois que vous aurez trouvé un bon rythme dans votre assiette. Je vais terminer pour les sportifs. Le soft machin, je vais chercher le QN. Bon, ok, sur internet, quelque chose doux, genre pilates pour les nuls ou autre. Oui, tu peux faire du simple renforcement musculaire, tu peux faire de la marche rapide, tu peux faire du vélo, enfin il y a plein de choses. Mais ne vous lancez pas en même temps dans un changement d'alimentation et du sport. Si vous n'avez jamais fait de sport, c'est pas une bonne idée. Juste, si vous êtes sportif, donc si vous êtes sportif, que vous faites déjà beaucoup de sport, que vous courez tous les jours, que vous vous entraînez, etc., levez un peu le pied, vous allez être fatigué au début et c'est normal, ça va durer une petite semaine, 2 semaines. Au bout de 3 semaines, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc ne vous forcez pas à essayer d'avoir le même niveau de performance, c'est pas la peine. Si vous avez des compétitions ou en gros, quand vous faites du sport,
Avant le sport, pensez à vous hydrater. Pour les sportifs, les électrolytes, c'est encore plus important que pour les non-sportifs. Les électrolytes, je vous rappelle, c'est sodium, magnésium, potassium, etc. C'est ce qui permet à votre corps de fonctionner. Et la fuite des électrolytes, le fait que l'alimentation réduite en glucides entraîne une réduction de la rétention d'eau, du coup, avec cette eau qui s'en va grâce à la réduction des glucides, s'en vont aussi ces fameuses électrolytes. Et du coup, la fuite des électrolytes, c'est toujours quasiment la cause de cette fameuse grippe céto, où on est fatigué, où on est un peu malade, où on a mal aux muscles, où on a des crampes, etc. Donc les électrolytes, c'est très important dans tous les cas quand on change d'alimentation. Et dans le programme, j'en parle autour de la 2e semaine, parce que c'est généralement là que vous commencez à avoir des symptômes, puisque c'est là que vous réduisez vraiment. Je vous explique dans le programme, et il y a une vidéo sur la plateforme qui parle des petits mots du céto, et je vous explique comment vous pouvez augmenter votre magnésium, votre potassium, et boire plus et manger plus salé, etc. pour éviter cette fuite des électrolytes et donc diminuer, voire supprimer les effets de cette grippe céto. Mais si vous êtes sportif, c'est encore plus important, puisque quand vous êtes sportif et que vous êtes dans l'effort, vous allez transpirer et vous allez encore plus perdre d'électrolytes. Donc buvez beaucoup, bien entendu, mettez du sel dans votre eau avant les séances de sport et éventuellement supplémentez-vous en électrolytes, on va y revenir. Si vous faites un effort qui va durer plusieurs heures, des courses de fond, etc., et que vous avez besoin de ravitaillez-vous en gras et en protéines, des noix, des amandes, du fromage, des rillettes, voilà, du gras et des protéines. Je sais que Low Carb Frenchy, c'est Monsieur Rillette, mais du bon fromage bien gras, ça passe très bien. Des cubes de fromage dans la poche avec des amandes, ça passe très bien. Et après, pour la récup, quand on a fini son effort, le premier truc qu'on mange, c'est des protéines, du gras, et on pense encore à l'hydratation après l'effort. Oui, et Heidi, j'en parle dans le programme des électrolytes. Moi, je recommande à tout le monde, mais c'est pas seulement par rapport à l'alimentation réduite en glucides, hein. Je recommande à tout le monde de faire 1 à 2 cures, voire 3 cures de magnésium par an. Moi, j'en fais au moins 2 d'un mois à l'entrée dans l'hiver et à la sortie de l'hiver. Donc généralement c'est en octobre-novembre et en avril-mai. Et j'ai toujours du magnésium et du potassium. Quand j'ai des crampes, c'est un signe assez flagrant chez moi la nuit. Quand j'ai des crampes la nuit, je prends pendant quelques jours du magnésium et du potassium parce que c'est un signe que ça va pas. Je prends aussi du magnésium et du potassium quand je transpire beaucoup. Là par exemple hier, on a beaucoup bricolé dans le jardin en plein soleil, j'ai beaucoup transpiré. Hier soir, j'ai pris magnésium et potassium, un peu comme si c'était un effort sportif en fait. Donc oui, je préconise la prise d'électrolytes externes, magnésium surtout, potassium pourquoi pas. D'après un spécialiste du sport en alimentation cétogène, dont j'ai recopié méchamment la slide, le sodium, il faudrait consommer 3 à 5 grammes de sodium par jour, dont 2-3 grammes viennent de la nourriture. Ça veut dire que vous pouvez vous supplémenter en sodium aussi ou mettre tout simplement du sel dans votre eau en plus. Au niveau du potassium, il préconise de se supplémenter jusqu'à 1 gramme par jour si dans l'alimentation on n'a pas déjà 2-3 grammes par jour. Donc ça c'est un peu compliqué à mesurer, mais globalement quand vous êtes sportif vous pouvez facilement vous supplémenter jusqu'à 1 gramme par jour de potassium pendant les périodes d'effort intense. N'oubliez pas que potassium, magnésium, c'est pas des choses qu'on garde en réserve, hein. C'est-à-dire qu'à moins de faire de la rétention d'eau, les électrolytes elles viennent, donc c'est quand on va faire l'effort ou quand on a fait l'effort qu'il faut remonter les jauges. C'est pas parce que vous avez pris du magnésium il y a un mois que vous allez faire du sport aujourd'hui et que vous n'allez pas être en perte d'électrolytes. Et au niveau du magnésium, c'est jusqu'à 400 mg par jour. Moi, je recommande entre 300 et 500 pour tout le monde pendant les cures. C'est généralement le dosage que vous donne votre pharmacien quand vous allez lui demander du magnésium, de faire une cure de magnésium. Voilà, donc n'oubliez pas vos électrolytes si vous êtes sportif, c'est hyper important. N'oubliez pas non plus que la constipation, c'est aussi un problème d'électrolytes. Donc si vous êtes constipé, si vous avez des crampes, si au début de votre changement d'alimentation, vous vous sentez un peu fatigué, etc., n'hésitez pas à vous supplémenter. C'est vraiment lié à la fuite de cette eau qu'on a stockée sans vraiment d'intérêt pendant qu'on consommait des glucides.
et du coup, toute cette eau-là entraîne avec elle la fuite des électrolytes. Donc il faut absolument consommer des externes ou au moins veiller à avoir une alimentation riche en électrolytes. Mais ça, on en a parlé quand on a parlé de vitamines et de micronutriments. Une marque particulière? Non, alors moi je ne recommande pas de marque. Moi j'achète les miens sur internet, laboratoire Lindens. C'est un laboratoire anglais, j'achète ça sur Amazon parce que comme je suis jamais chez moi et que je me fais livrer un peu partout quand je me balade, ben au moins je sais que quand j'ai plus de magnésium, je peux en commander. Là j'en avais commandé, je les ai pas reçus pendant le Covid, donc j'en ai recommandé, ils m'ont tout livré en double, donc du coup maintenant j'ai du magnésium pour 5 ans. Donc tout le monde en prend dans la famille, comme ça moi j'ai distribué des sachets de magnésium. Mais sinon vous allez à la pharmacie, moi ce que je vous recommande c'est de prendre du magnésium en cachet en une seule prise. Parce que souvent, à la pharmacie, ils aiment bien vous donner des ampoules, une ampoule le matin, une ampoule le soir, machin et tout. C'est chiant à transporter, on oublie, c'est chiant à prendre. Donc, le magnésium en cachet. Et je sais que normalement, il y a des marques, c'est du magnésium, c'est 2 fois par jour, voire 3 fois par jour. Et ils ont sorti du magnésium en prise unique pour que vous ayez qu'un seul cachet à prendre par jour. C'est quand même le plus facile. Et après, vous pouvez aussi demander à votre pharmacien, si vous êtes sportif, il y a des mélanges magnésium, potassium et différentes vitamines spécifiques pour l'effort sportif. Donc n'hésitez pas à demander à votre pharmacien, c'est lui le mieux placé en fait pour vous donner ce genre de recommandations. J'ai terminé pour ma part. Est-ce que vous avez encore des questions? On a fait vite aujourd'hui pour parler du sport. Pas de questions, pas de questions. Il faut que je vous raconte un secret après, mais j'attends d'abord de voir si vous avez des questions. Bah non, pas de questions. Oh, combien êtes-vous là? 28, c'est bien ce matin, dites donc. Ah, très difficile pour moi l'effort physique. Oui, bah te force pas. En fait, il faut pas que ce soit un effort. Il faut que ce soit une constante. C'est pas un effort physique que de sortir faire le tour de son jardin pieds nus en prenant la lumière du jour. Pourtant, c'est important. Le soleil, la lumière du jour active tout un tas de choses. J'en parlais en coaching aujourd'hui. Pour aller avec le sujet, j'ai suivi depuis le vélo d'appart. Oui, j'espère bien le vélo d'appart parce que je t'imagine suivre la vidéo en faisant du VTT, ça peut être sympa. À propos de ça, j'en ai parlé cette semaine en coaching à quelqu'un. J'en ai déjà parlé dans les lives, mais je vous le redis encore une fois. L'importance de la lumière du jour, de respecter le rythme circadien, c'est vraiment important. Et il y a un truc dont j'ai réalisé que je crois que je vous en ai jamais parlé en fait dans un live, mais j'en parle souvent en coaching. Je ne porte plus de lunettes de soleil. Quand il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, je mets un chapeau ou une casquette qui vont éviter que la lumière du soleil pénètre directement dans mon œil. En revanche, je ne porte plus de lunettes de soleil pour que mon cerveau enregistre bien que c'est le jour. Et vous savez, on parle un peu de ça avec les enfants. Oui, il faut lui apprendre à faire la différence entre le jour et la nuit. C'est pas seulement leur apprendre à faire la différence entre le jour et la nuit, c'est qu'il y a tout un tas d'hormones qui se mettent en branle quand il y a la lumière du soleil, et toutes ces hormones se reposent, et d'autres hormones peuvent se mettre en branle quand il n'y a plus la lumière du soleil. Quand on sort avec des lunettes de soleil très sombres, on est en train de dire à son cerveau, regarde, c'est la nuit. Et le soir, on se fout devant la télé ou son ordinateur ou son téléphone avec une lumière bleue qui reproduit la lumière du jour, et on dit à son cerveau juste avant de se coucher, regarde, c'est plein jour. Donc c'est vraiment important de comprendre que le rythme circadien, ça influence vraiment aussi toute la balance hormonale qui vous permet de retrouver un équilibre et donc d'avoir une consommation optimale du glucide, de faire baisser votre résistance à l'insuline, d'améliorer votre hormone de la satiété, etc., etc. Tout ça, c'est la lumière du jour. Donc sortez, marchez, courez, faites du vélo, allez faire vos courses à pied, faites 3 fois le tour du jardin pieds nus. Au soleil, exposez-vous à la lumière du jour. On en parlait l'autre fois, le foie c'est un organe lumino-sensible, ça veut dire que quand vous prenez le soleil sur le ventre, vous activez certaines hormones dans le foie, donc voilà, exposez-vous. À quelle fréquence les entraînements? J'en en ai aucune idée, Raz, puisque ça dépend totalement des gens et de leur capacité ou pas à faire du sport. Si tu prends quelqu'un comme moi qui n'a jamais fait de sport et que tu me dis qu'il faut que je m'entraîne 2 fois par semaine, je vais juste t'assassiner et ça sera juste contre-productif pour moi. Quelqu'un qui a l'habitude de s'entraîner 6 à 7 fois par semaine, en passant l'alimentation réduite en glucides, il va réduire à 3-4. Ça dépend des gens.
Je travaille exclusivement la nuit. Ah bah oui, bien entendu, ça peut impacter le rythme circadien, les horaires décalés, etc. C'est hyper impactant pour le métabolisme. Donc toi, il faut absolument que tu travailles de manière encore plus concentrer, on va dire, tes efforts pour t'exposer à la lumière du jour et que tu optimises chaque instant que tu passes dehors, que tu marches pieds nus dans l'herbe, parce que je sais que ça a l'air un peu débile quand je dis ça à chaque fois, hein, mais la connexion de la peau avec la terre qu'on perd parce qu'on est des êtres humains civilisés, on n'a plus de chaussures, ça aussi, ça active certaines hormones et certaines choses. Donc toi, Heidi, si tu travailles que la nuit, il faut absolument que tu compenses ce gros chamboulement que tu fais à ton rythme circadien normal et que tu essayes d'optimiser à chaque fois que tu le peux ton exposition au soleil, ton activité en plein air, etc. etc. Il faut que tu privilégies d'être dehors à la lumière du jour dès que c'est possible. Moi non plus, je ne porte plus de lunettes de soleil et un chapeau pour sortir. En plus, mes yeux s'y sont bien habitués. Oui, effectivement, moi j'étais très lunettes de soleil. Alors je les porte encore pour conduire dans certains cas parce qu'on ne conduit pas trop avec un chapeau quand même et que parfois être ébloui le soir quand la lumière est un peu basse, c'est dangereux. Mais sinon, je me suis rendu compte que je mettais très peu mes lunettes de soleil et que justement, j'essayais de m'imprégner au maximum de la lumière du jour et ça me fait du bien. Malheureusement, lunettes de soleil pour cataracte. Ah bah oui, mais alors là, forcément, toi, du coup, il faut que tu exposes ta peau au maximum. Il faut que tu exposes ton ventre pour que ton foie il comprenne que c'est le jour. Et il faut que tu restes dehors plus longtemps pour augmenter ton absorption de la lumière.